Dans les années 1980, le monde semblait porté par une vague intarissable d'idées. Partout naissaient de nouveaux appareils, de nouveaux formats, de nouvelles technologies et des promesses audacieuses censées rendre la vie plus facile, plus moderne et plus passionnante. Ce fut une décennie où des ingénieurs visionnaires et de grandes marques étaient convaincus que leurs inventions façonneraient à l'avenir. Mais derrière la surface brillante se cachait souvent une réalité qui frappait plus fort que toute innovation technique. Certains projets n'ont pas seulement échoué, ils sont devenus des exemples édifiants de l'importance du timing, du prix, de la convivialité et de la confiance. Dans cette sélection, nous examinons 10 des échecs les plus connus de cette époque, des produits que le public européen connaît bien. Ils étaient autrefois destinés à conquérir le marché, mais ils ont plutôt disparu discrètement dans l'oubli ou sont restés de simples chapitres curieux de l'histoire de la technologie. Certains ont échoué en raison d'attentes trop élevées, d'autres à cause de leur prix, d'autres encore à cause de leur concept totalement erroné. Ce qui relie toutes ces histoires, c'est la prise de conscience que même des idées brillantes peuvent ne pas aboutir si elles ne tiennent pas compte des gens. Et c'est précisément pourquoi il vaut la peine de revoir ces échecs, non pas pour en rire, mais pour comprendre à quel point le succès et l'échec sont parfois proches. 1. Sony Betamax. Quand le Betamax est arrivé dans les foyers, il a semblé être un aperçu de l'avenir. L'image était plus nette, les appareils paraissaient de meilleure qualité et beaucoup pensaient que Sony allait imposer cette norme pour les vidéos domestiques. En Europe comme aux États-Unis, des fans se sont rapidement enthousiasmés pour la qualité d'image éclatante. Mais plus les films étaient de longs, plus les spectateurs devaient changer de cassette en plein milieu d'une scène cruciale. Juste au moment où l'intrigue prenait de l'ampleur, l'appareil s'arrêtait et exigeait une nouvelle cassette. Dans le commerce aussi, un problème est rapidement apparu, qui n'a plus pu être ignoré. Alors que les rayons VHS dans les vidéothèques se remplissaient de plus en plus, les sélections Betamax restaient limitées. La licence plus stricte a fait que moins de fabricants ont participé, ce qui a entraîné un choix plus restreint d'appareils et de bandes. Les coûts étaient plus élevés, le choix plus petit, et au final, même la meilleure qualité n'a plus aidé. De nombreux magnétoscopes Betamax ont fini, couverts de poussière, dans les salons européens, signe que la supériorité technique seule ne garantit pas la victoire. Dans ce cas, le confort, la diversité et le timing ont décidé, et Betamax a perdu la course avant même qu'elle ne commence vraiment. 2. New Coke, 1985. Au milieu des années 1980, l'une des marques de boissons les plus connues au monde a osé faire un pas qui a ébranlé la nation. Dans le but de résister à la pression croissante de la concurrence, l'entreprise a modifié la recette de son légendaire soda. Les premiers tests de goût promettaient le succès, car beaucoup ont essayé la nouvelle variante et ont hoché la tête en signe d'approbation. Mais lorsque les gens ont ouvert la bouteille familière et n'ont pas trouvé le goût original tant aimé, la curiosité s'est soudainement transformée en indignation. Les lignes téléphoniques étaient saturées, les journaux en parlaient quotidiennement, et les conversations autour des fontaines à eau sont devenues des débats houleux. C'était comme si un trésor culturel avait été touché. Pour beaucoup en Europe et aux États-Unis, c'était plus qu'un changement de recette. C'était une attaque contre un souvenir, contre un morceau d'identité. Le tollé a été si fort que l'entreprise a fait marche arrière quelques mois plus tard, en relançant la recette originale sous le nom de Coca-Cola classique. Ce moment est encore aujourd'hui un exemple parfait de la profondeur que peut atteindre la loyauté envers une marque, et du danger de simplement réécrire une icône. Le New Coke n'est pas resté dans les mémoires comme une nouvelle boisson, mais comme un symbole du pouvoir de la nostalgie et de la leçon selon laquelle certains classiques ne devraient pas être modifiés. 3. DeLorean DMC-12. Quand la DeLorean DMC-12 a été présentée, elle ressemblait à une voiture d'un autre monde. Sa carrosserie en acier inoxydable brillait de façon futuriste, ses portes papillons s'ouvraient comme dans un film de science-fiction, et plus tard, un succès hollywoodien en a fait une légende. Beaucoup de gens en Europe connaissaient déjà son design frappant avant même de la voir sur la route. Mais c'est précisément là que la désillusion a commencé. Sous cette coque impressionnante se cachaient des faiblesses qui se sont rapidement répandues. Le véhicule souffrait de problèmes techniques, les performances étaient en deçà des attentes, les pièces de rechange étaient difficiles à obtenir
et le service était aussi limité que coûteux. Les retards de production, les défauts de qualité et les turbulences financières de l'entreprise ont encore aggravé la situation. Si son esthétique suscitait l'enthousiasme, la réalité sur les routes provoquait la frustration. Les acheteurs devaient faire face à d'interminables visites à l'atelier et beaucoup se sentaient abandonnés. La voiture, qui semblait être une promesse d'avenir, a finalement échoué en raison de sa propre instabilité. Ce n'est que des années plus tard, portée par la nostalgie et la culture pop, que la DeLorean a acquis le statut culte qu'elle n'avait jamais pu atteindre lors de sa sortie. 4. Yugo GV. Quand la Yugo GV est arrivée sur le marché au milieu des années 1980, elle a été présentée comme la voiture que tout le monde pouvait vraiment s'offrir. Le prix bas était tentant, surtout pour les jeunes conducteurs ou les familles à la recherche d'une deuxième voiture simple. Mais peu après les premières ventes, il est apparu qu'un prix élevé se cachait derrière l'offre avantageuse. La finition semblait négligée, les matériaux étaient fragiles, et les moteurs étaient considérés comme peu fiables. De plus en plus de propriétaires ont fait état de pannes, de visites à l'atelier et de pièces de rechange difficiles à trouver ou de qualité douteuse. Même en conduite, la Yugo n'était guère convaincante. Les performances étaient déjà faibles, la sécurité laissait à désirer, et comparé à des modèles européens plus robustes, chaque kilomètre donnait l'impression d'un compromis. Ce qui semblait d'abord être une opportunité s'est transformé en une préoccupation constante pour de nombreux acheteurs. Les économies initiales ont rapidement disparu dans le tourbillon des réparations et des tracas, et la réputation du véhicule s'est détériorée rapidement. Bientôt, la Yugo GV est devenue le symbole du fait qu'un prix d'entrée alléchant ne peut pas cacher la réalité. Une voiture censée être fiable ne peut pas remplir sa mission si la qualité et la durabilité font défaut. La Yugo a donné à beaucoup une leçon précoce. La vraie frugalité ne se révèle qu'à long terme. 5. Sinclair. C5. Lorsque le Sinclair C5 a été présenté, il a d'abord semblé être un pas audacieux vers une nouvelle ère de la mobilité. Un petit véhicule électrique monoplace, léger, futuriste et apparemment idéal pour les villes européennes surpeuplées. L'idée semblait progressiste, écologique et ludique à la fois. Mais dès les premières utilisations pratiques, les limites du concept sont apparues. Le moteur était trop faible pour affronter les pentes. L'autonomie était faible et la faible hauteur du véhicule rendait les conducteurs presque invisibles dans la circulation. L'infrastructure manquait également. Il y avait peu de points de recharge. Les routes n'étaient pas conçues pour des véhicules aussi lents et ouverts, et de nombreux acheteurs se sentaient sans protection face aux intempéries, à la circulation et aux situations quotidiennes. L'étonnement initial s'est rapidement transformé en incertitude, puis en désillusion. Ce qui était censé être un véhicule urbain visionnaire est devenu un symbole du fait que l'innovation ne peut guère perdurer sans une praticité suffisante au quotidien. Aujourd'hui, le C5 est souvent regardé avec un sourire, comme une idée charmante mais naïve. Mais derrière cette histoire se cache une prise de conscience importante. Même une bonne idée a besoin de la bonne technologie, du bon moment et d'un environnement favorable pour vraiment décoller. Tout cela manquait au Sinclair C5, et il est ainsi resté une note de bas de page dans l'histoire de la mobilité. 6. RCA Videodisc CED. Quand RCA a présenté son nouveau système de vidéo domestique, l'idée a d'abord semblé fascinante. Les films devaient être lus comme des disques vinyles, avec une fine aiguille qui lisait les images à partir de minuscules sillons. Cela sonnait comme une connexion élégante entre une technologie bien connue et un divertissement moderne. Mais la réalité s'est rapidement montrée sous son jour le plus rude. Les disques étaient fragiles et se cassaient facilement, le mécanisme était vulnérable, et même de légères secousses pouvaient entraîner des sauts ou des défauts d'image. Alors que le VHS et les premiers formats laserdisc gagnaient constamment du terrain, le CED a lutté dès le début avec ses propres faiblesses. Les appareils semblaient encombrants, le son était fort, l'image instable. Pour les acheteurs, il est vite devenu clair que la technologie était non seulement compliquée, mais aussi obsolète, avant même d'avoir eu une chance. Les coûts de développement élevés ont été engloutis dans un format qui ne pouvait tout simplement pas rivaliser. Dès 1984, RCA a jeté l'éponge. Il ne restait qu'une curiosité technologique, qui sert aujourd'hui plus d'anecdotes amusantes que de véritables progrès. Le CED montre à quel point il est risqué d'imposer d'anciennes mécaniques à une nouvelle ère.
lorsque le monde s'est depuis longtemps engagé dans une autre direction. 7. Laserdisc. Quand le laserdisc est arrivé sur le marché, il a semblé, pour beaucoup d'amateurs de cinéma, comme un grand pas en avant. L'image était plus nette, le son plus clair, et certaines éditions offraient pas même du contenu bonus, inconnu des cassettes vidéo. Pour les collectionneurs et les passionnés de technologie en Europe, c'était un avant-goût alléchant de l'avenir du cinéma à domicile. Mais le quotidien a rapidement désenchanté le nouveau format. Les disques étaient grands et encombrants, les lecteurs chers et volumineux. Et malgré la bonne qualité, il y avait un inconvénient majeur. Les laserdiscs ne pouvaient pas enregistrer. Ceux qui voulaient conserver des émissions continuaient d'utiliser le VHS. De plus, les prix des films étaient nettement plus élevés que ceux des cassettes, et de nombreux foyers ne voyaient aucune raison de changer. Ainsi, le laserdisc est resté un produit de niche, très apprécié par un petit groupe d'enthousiastes, mais jamais un article de masse. Avec l'avènement du DVD, il a disparu presque silencieusement des rayons. Son histoire montre que même une excellente qualité ne garantit pas une percée si le confort et les coûts ne suivent pas le même rythme. 8. IBM PCJR. Quand IBM a présenté le PCJR, les attentes étaient énormes. Après tout, l'appareil portait l'un des noms les plus respectés du monde de l'informatique. De nombreuses familles et utilisateurs amateurs en Europe espéraient un ordinateur domestique fiable et convivial qui apporterait la qualité des grands modèles IBM dans un format plus abordable. Mais dès les premiers tests, l'illusion s'est brisée. Le clavier semblait mou et bon marché, presque comme si l'on tapait sur du caoutchouc. Le modèle sans fil, censé être futuriste, ne fonctionnait que de manière peu fiable et frustrait les utilisateurs après seulement quelques minutes. En même temps, le choix de logiciels restait limité. Les développeurs se concentraient sur les PC complets, tandis que le PCJR devait se contenter d'une sélection de programmes de plus en plus maigres. Comparé aux ordinateurs domestiques concurrents, le PCJR semblait non seulement cher, mais aussi immature. La marque IBM, qui était censée inspirer confiance, n'a pas aidé cette fois-ci. Au lieu de cela, le PCJR est devenu un exemple du fait que même les géants de l'industrie peuvent trébucher s'ils ne comprennent pas leurs utilisateurs. 9. Mattel Power Glove. Quand le Power Glove de Mattel a été présenté, il a semblé être un morceau d'avenir, tombé directement d'un film de science-fiction dans les chambres d'enfants d'Europe. Un contrôleur que l'on ne tenait plus dans les mains, mais que l'on portait au bras, rempli de capteurs et de lumière, promettant une toute nouvelle façon de jouer. La publicité a fait exploser l'imagination, et beaucoup croyaient que c'était la prochaine grande étape du monde du jeu vidéo. Mais la désillusion a rapidement suivi. Les mouvements étaient détectés de manière imprécise, les gestes étaient mis en œuvre avec un décalage, et la plupart des jeux n'étaient pas du tout optimisés pour le gant. Au lieu d'un contrôle intuitif, il y avait de la frustration, des actions manquées et le sentiment de se battre contre l'appareil lui-même. Le Power Glove avait l'air impressionnant, mais il ne fonctionnait pas comme la publicité l'avait promis. Malgré tout, il a laissé des traces. Même s'il a échoué en tant que produit, son idée a inspiré des développements ultérieurs dans le domaine de la commande gestuelle. Le Power Glove est ainsi devenu un symbole d'expérience audacieuse et un rappel que l'innovation demande du courage, mais aussi de la précision. 10. Colgate Frozen Food. Quand Colgate a lancé sa propre ligne de plats préparés surgelés, cela a provoqué des regards incrédules dans les supermarchés des deux côtés de l'Atlantique. La marque, solidement associée au dentifrice et à la laine fraîche, se retrouvait soudain sur des emballages de lasagne aux rayons surgelés. L'idée était de créer de la confiance, mais elle a surtout engendré de la confusion. Pour beaucoup, il était tout simplement impensable d'acheter un dîner portant le même nom que le produit associé à l'hygiène bucco-dentaire. Bien que la qualité des plats ne fût pas nécessairement mauvaise, personne ne parvenait vraiment à se défaire de cette image étrange. L'association était trop forte, trop profondément ancrée dans le quotidien des consommateurs. Même une bonne publicité aurait eu du mal à briser cette barrière mentale. Les distributeurs ont rapidement constaté la faible demande et la ligne de produits a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Aujourd'hui, l'incursion de Colgate dans le monde des surgelés est considérée comme l'un des exemples les plus clairs du fait que l'identité d'une marque n'est pas extensible à l'infini.
Un nom qui fonctionne dans la salle de bain ne trouve pas automatiquement sa place dans la cuisine. Lorsque l'on revient sur ces 10 produits des années 1980 qui ont échoué, on réalise rapidement que chaque innovation, aussi audacieuse ou prometteuse qu'elle puisse paraître, doit faire face à la réalité. Certaines idées ont échoué en raison de la technologie, d'autres à cause du prix, d'autres encore parce qu'elles n'ont tout simplement pas été comprises. Mais dans toutes ces histoires, il y a plus qu'un simple faux pas. Elles nous montrent à quel point le succès et l'échec sont proches et à quel point il est important de connaître les besoins des gens avant de vouloir leur présenter l'avenir. Beaucoup de ces projets ont été développés avec passion, avec espoir, avec la conviction d'inaugurer une nouvelle ère. Mais seule l'acceptation par le quotidien décide de ce qui reste et de ce qui disparaît. Et parfois, ce sont précisément ces échecs qui nous rappellent que chaque grande invention a derrière elle un long chemin parsemé d'erreurs. L'innovation ne vit pas seulement des victoires, mais aussi des tentatives infructueuses qui affinent la vision et montrent la voie. C'est peut-être la véritable valeur de ces produits ratés. Ils nous apprennent à penser avec audace, mais aussi à écouter attentivement. Car le progrès naît là où la vision et la réalité se rejoignent enfin.